Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Avoir le sens de l'honneur, le respect de soi et de ceux que l'on croise, être vrai, inspirer confiance, voici les termes de ma déontologie à chaque émission. Oui, j'ai le plaisir et la chance d'être entendu par vous, auditeurs de la France Libre, et je me dois un discours évidemment où le mensonge est banni afin de gagner, je l'espère, la crédibilité exigée pour présenter justement une telle émission pour le CNTF-CH. Bon, pas plus tard que mercredi, je vous ai annoncé et promis une nouvelle édition avant le week-end, le 25 octobre, donc aujourd'hui, vendredi, nous sommes réunis dans le but d'une transmission culturelle et je remercie de leur présence mes acolytes sans qui ma légitimité évidemment ne serait plus. Merci Philippe, merci Jean-Pierre. Oui, je sais, mes paroles sont volontairement désuètes, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, il fallait bien que je sauve les meubles et puis les vinyles au moins. Bon, super. Bonsoir. Bonsoir à tous qui nous regardez et puis bonsoir à mes camarades. Donc merci pour cette introduction. Effectivement, nous sommes tenus de dire la vérité. Ben oui, évidemment, parce que si on disait des mensonges, ça serait d'une banalité sans nom et personne ne nous regarderait. Là, évidemment, ceux qui nous viennent nous voir sont des personnes qui ont envie d'entendre une parole de vérité et des informations qui ont le mérite de tenir la route et d'être crédibles. Voilà ce qu'on peut dire. Alors moi, en actualité, je voudrais quand même faire un petit détour par ce qui s'est passé à l'international récemment. Tout d'abord parler de Monsieur Bill Gates, qui n'était pas forcément présent à Kazan, pas du tout même, mais qui est jugé dans un procès aux Pays-Bas. Alors, Monsieur Bill Gates, jugé dans un procès, déjà, c'est pas courant, pour pas dire que ce soit la première fois. Évidemment, jugé sur les suites des blessures qui ont entraîné le Covid-19, pour lequel il a été estimé être responsable, tout simplement, pour 7 personnes qui ont porté plainte, tout simplement, parce que pour aller au tribunal, il faut porter plainte. Et ayant déjà déposé plainte, donc, contre le Covid-19, et il y a d'autres accusés, dont un qui s'appelle Monsieur Albert Bourla. Ça va sûrement parler à toutes les personnes qui connaissent Pfizer. Et l'autre qui est tout simplement l'État néerlandais, figurez-vous, qui est mis également au banc des accusés. Donc on est quand même sur du lourd, du très lourd, et ça va forcément peser dans la balance sur l'avenir de Monsieur Bill Gates. Et ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Et puis suite à je dirais à ce qui s'est passé le 24 et le 25, donc ou le 23 et le 24 plutôt. Donc la réunion de Kazan, vous savez que c'est là que se sont réunis tous les BRICS, toutes les pays qui appartiennent aux BRICS. On va pas les lister, mais on va quand même en citer quelques-uns, par ordre indifférent: la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc la Corée du Nord également présente. Donc ça c'est ce qui s'est passé cette semaine dans le cadre de la réunion des BRICS à Kazan. Et qu'en est-il ressorti? Un point très important, c'est qu'il y a un accord qui a été passé justement entre la Corée du Nord et la Russie, selon laquelle les deux pays sont solidaires l'un de l'autre en cas d'attaque d'un des deux par un tiers État, quoi. Voilà. Donc ça veut dire clairement que, mesdames et messieurs de l'Occident, si jamais vous attaquez la Russie, je ne serai pas tout seul. Pareil pour côté est du globe, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un, entre guillemets, attaquer la Corée du Nord, eh bien la Russie serait solidaire. Ça change la donne, ça change le jeu des alliances. Le jeu d'alliance est en train de se modifier. Là, c'est le premier point. Alors, je porte pas de jugement si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est utile pour qui, etc. Il n'y a pas de jugement. Par contre, il y a juste une information qui change la donne. Donc, c'est important pour nous de la retranscrire. Et puis, la deuxième information, c'est que cette nuit, donc, ont attaqué par une attaque de drones la ville de Kiev et de Odessa, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu. Donc il y a eu un certain nombre de dizaines de drones qui ont tiré et qui ont atteint des cibles, mais comme c'est l'Occident qui répond, enfin qui fait le compte rendu, on n'est pas certain que ce soit tout à fait objectif, mais il reconnaît tout de même, Monsieur Zelensky reconnaît tout de même que il y a eu des drones qui ont atteint des cibles. Voilà, tout à fait. Comme ça s'est passé avec l'Iran et Israël, on a reconnu que effectivement quelques cibles avaient été atteintes. Bon. Voilà où nous en sommes, donc ça bouge. Le lendemain du jour où l'association entre la Corée du Nord et la Russie est signée, eh bien la Russie attaque comme par hasard à la fois Kiev et Odessa, ce qui marque les deux points, je dirais, Kiev étant la capitale évidemment de ce pays ukrainien, et Odessa étant l'objectif final que tout le monde prête à monsieur Poutine pour que cette guerre se termine à son avantage évidemment. Donc voilà comment les choses évoluent
Alors, ça c'est la première chose. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire par rapport à l'actualité ou par rapport à tout ce qui vient d'être dit ou d'autres sujets, hein, donc en attendant qu'on traite le sujet du jour. Si vous voulez bien, on va regarder l'actualité en images, et puis après on va pouvoir traiter le sujet du jour. Eh ben exactement. C'est parti, ça parle des étudiants qui sont fauchés en ce moment, et pas qu'en ce moment d'ailleurs, et qui ont beaucoup de mal à se réaliser. L'actualité en images. Je me suis pris un paiement refusé quand j'ai voulu faire mes courses. J'ai déjà creusé sur toutes mes épargnes, etc. J'ose même plus aller voir un médecin, quoi. Je trouve ça tellement compliqué. La précarité alimentaire des étudiants s'aggrave. Comme vous le voyez, les files d'attente des distributions alimentaires ne désemplissent pas. Pour certains, travailler à côté de leurs études ne suffit même pas à compenser les effets de l'inflation. C'est le constat dressé aujourd'hui par plusieurs associations, dont Linky, qui distribue plus de 3 millions de repas chaque année. Vous voyez, vous arrivez, alors vous allez prendre, bon là il y a des petites boissons, mais vous allez avoir surtout des pommes de terre, des courgettes, des bananes, tout ça c'est des fruits et légumes bio. Regardez ce qu'on va récupérer, regardez, des beefsteaks. Des beefsteaks d'une marque que personne n'achète au supermarché, ça coûte beaucoup trop cher. L'idée c'est de remplir un frigo avec des bons produits et que le frigo soit rempli pour une semaine. Voilà, c'est à ça que ça sert. Aujourd'hui je suis là pour récupérer un panier alimentaire qui est distribué gratuitement par l'association Linky. J'ai pas forcément les moyens toutes les semaines en fait faire des courses avec surtout les prix qui sont très élevés dans les magasins actuellement. Quand j'ai acheté une pomme l'autre jour c'était 90 centimes la pomme, donc j'étais un peu surprise. Il me doit me rester une centaine d'euros en fait à la fin du mois, enfin pour les courses et pour me soigner donc, et pour sortir aussi. J'ai l'impression que la vie étudiante, c'est pas tant s'amuser, apprendre, etc. Mais c'est vraiment la précarité étudiante. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en études parce qu'en fait, ils vont pas réussir à financer leur loyer, à s'alimenter, etc. Est-ce que tu as un travail à côté de tes études? Ouais, du coup, je fais du babysitting. Ouais, je suis obligée. Sinon, je pourrais pas du tout vivre. Les chiffres qu'on a sont très éloquents sur la précarité étudiante. Les étudiants qu'on accueille sont des étudiants en très grave précarité. Ils ont moins de 50 € de reste à vivre par mois. Moins de 50 €, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Travailler actuellement, eh bien, c'est pas compliqué, c'est de la torture. Et étudier, je peux vous dire que c'est travailler aussi. Oui, comme disait Coluche, et pourtant je fais partie de ceux qui étudient le moins, mais c'est quand même cher, quoi. Hein. Et oui, et donc ce qu'on constate, c'est que ces jeunes gens ne sont plus supportés, entre guillemets, supportés au sens anglais, par leurs parents. C'est-à-dire bien souvent, en tout cas dans les générations précédentes, les parents aidaient les enfants à devenir des étudiants. Là, on n'a aucun témoignage de ces jeunes filles, de ces jeunes gens, pour dire qu'ils sont aidés, abondés par tel ou tel moyen. Là, c'est uniquement le fruit de leur travail qui leur permet d'aller aux études. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, c'est un tout petit peu difficile, voire même beaucoup, et que de ce fait, l'ascenseur social est tout à fait bloqué. Il est bloqué au premier étage, voire même au rez-de-chaussée. Donc, il n'y a plus de démarrage pour ces jeunes gens, dont on doit quand même constater que ce sont des jeunes filles essentiellement qui font ce micro-trottoir. Elles s'expriment bien, elles ont le profil, c'est-à-dire qu'elles ont le profil universitaire, ou grande école, ou ce que vous voulez, école préparatoire. Elles ont, a priori, je dirais, en les écoutant parler, cette capacité à devenir des étudiants actifs, c'est-à-dire des jeunes qui ont envie d'apprendre pour passer des diplômes et s'arracher, je dirais, d'un destin un petit peu bas de gamme, ou un petit peu dangereux. Voilà, mais elles n'y arrivent pas, mais malgré leur sourire et leur bonne volonté, elles galèrent, comme on dit. Et la queue existe pour se nourrir. Alors là aussi, c'est quelque chose que moi j'ai pas connu. Il y a 30, 40, 50 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Les étudiants ne mouraient pas de faim, quand même, ou en tout cas, ils couraient pas, ils faisaient pas des 50 mètres de queue pour aller acheter une pomme à 90 centimes. Voilà, donc on est dans des vraies difficultés. Il n'y a pas d'aide, il n'y a plus de bourse. Autrefois, on parlait de bourse. Maintenant, visiblement, on parle pas de bourse. Alors, je ne sais pas si c'était le sujet de ce micro-trottoir. A priori, non. Je ne sais pas si ces bourses existent toujours ou pas. Apparemment, ça a l'air difficile d'y accéder, puisqu'autrement, ces jeunes en bénéficieraient et pourraient ne pas travailler et passer leur temps à étudier. Alors que là, elles passent leur temps, ces jeunes filles, à savoir comment elles vont manger à la fin du mois. Est-ce qu'elles vont trouver une solution de babysitting pour se faire de l'argent et rester à vivre 50 € et pour sortir et pour étudier, accessoirement étudier quand même, parce que c'est quand même le but de la manœuvre, mais étudier dans ces conditions de stress, je peux comprendre que c'est une difficulté. Donc, est-ce que le gouvernement a décidé de faire un écrémage par le haut, c'est-à-dire décider que ne peuvent accéder aux études supérieures que ceux qui ont des revenus supérieurs par des parents supérieurs, c'est passez-moi l'expression,
supérieur évidemment en revenus, eh bien peut-être qu'effectivement il y a d'ores et déjà un retour à l'ancien système où ce sont uniquement les riches qui vont pouvoir bénéficier des bienfaits de l'éducation. Et encore, les riches vont bénéficier d'éducation. Quelle éducation? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre en université? On sait aujourd'hui au sein du CNTFCH que tout n'est pas forcément blanc-bleu dans la manière d'enseigner aux jeunes et que tout est orienté en fonction de ce que l'oligarchie veut que ces jeunes gens apprennent. C'est un autre débat, mais ça fait partie du jeu. Voilà ce que je peux dire tout de suite. C'est ce que je disais l'autre jour dans l'émission, Philippe. Il est temps de changer le système de culture, car il faut arrêter d'emmener dans nos cartables la bêtise de nos aînés. Voilà la bêtise ou la malignité de nos enseignants aînés, de ce que j'appellerais moi l'oligarchie, c'est-à-dire ce système de gouvernement qui consiste à gouverner avec très peu de gens sur l'immensité de la population. Ça, c'est l'oligarchie. Elle peut prendre des formes différentes. Alors, on nous parle effectivement de république une et indivisible et dont le bonheur est infranchissable. On nous parle de démocratie sans en connaître le sens, sans savoir le sens de ce mot. Donc il y a beaucoup d'ignorance en fait dans tout ce qu'on croit être du savoir, et cette ignorance on est en train de la payer, et ceux qui en font les frais, ce sont nos jeunes. Ce sont nos jeunes qui n'ont pas vu venir tous ces problèmes et qui ne les méritent pas. Ils ne méritent pas d'avoir autant d'ennuis, ces jeunes gens. Donc voilà, donc il y a des aides qui sont prévues pour des minorités, allez, on va dire les choses, des minorités ethniques, des minorités qui arrivent sur le territoire français, qui peuvent accéder à certaines choses auxquelles nos étudiants, on va dire métropolitains et franco-français, on va dire gaulois, n'ont pas forcément accès. Alors c'est pas pour remuer comment dirais-je, des mauvaises choses entre les jeunes, pas du tout, mais il y a quand même des constats à faire. Donc remodeler tout cela, ça nous paraît important. Ça sera fait au sein du CNTFCH quand les choses seront basculé. C'est-à-dire qu'on rétablira tout simplement la notion de justice, la notion d'aide à ceux qui sont vraiment défavorisés et qui ont envie de faire, comme on a vu que ces jeunes filles avaient envie effectivement d'être étudiantes, mais voilà, que ça devenait compliqué, quoi. Alors qu'elles gardent le moral, que tous ces jeunes gardent le moral, il faut absolument s'accrocher. Le message que j'ai à passer, c'est ça. Et que dès que ce sera possible, évidemment, on améliorera le sort de toutes ces personnes, tous ces jeunes gens qui méritent, qui sont méritants et qui méritent de faire des études pour faire des choses belles par la suite. Voilà. Avec ce qui est prévu dans le programme du CNT, notamment le revenu vital de base, il y a franchement de quoi justement aider gracieusement les étudiants. Alors il y a de quoi aider. Alors ça, c'est le revenu vital de base. Là, on rentre dans le matérialisme. Alors c'est le sujet de ce soir. Alors, j'aimerais que tu puisses l'introduire, le sujet. Oui, j'aime bien cette petite connotation, on va dire, enfin voilà, psychique. Être avant d'avoir. C'est joli quand même, c'est philosophique, c'est bien. Super sujet, merci Philippe. Je vous en prie. Être avant d'avoir, c'est une vieille question. Faut-il être, faut-il avoir? C'est une question du baccalauréat en philosophie. Donc on va pas faire du baccalauréat et on va pas faire de la philosophie. Simplement constater que aujourd'hui on doit avoir avant d'être. C'est-à-dire passe ton bac d'abord, fais des études et tu gagneras bien ta vie, etc. Ça c'est ce que nous ont dit nos parents. Et puis ça s'est pas passé exactement comme ça. On n'a pas fait fortune en faisant des études. Certains ont fait fortune en faisant pas d'études. Je dirais pas la majorité, mais disons que tout ça est très mélangé. Et les études, ça, c'est des études de quoi? Pourquoi faire, quoi? Est-ce que c'est des études pratiques ou est-ce que ce sont des études théoriques qui font que vous allez voir des enseignants qui vont vous apprendre à être de futurs enseignants de choses qui, excusez-moi l'expression, mais ne servent pas à grand-chose dans la vie quotidienne, même si la philosophie c'est très intéressant, même si l'histoire c'est très intéressant, mais tout le monde ne peut pas être prof d'histoire, tout le monde ne peut pas être prof de philo, et tout le monde ne peut pas être prof de choses qui n'apportent rien à la nation, quoi, à part des idées intéressantes. Mais est-ce suffisant? Donc il faudrait revoir déjà tout le système de l'avoir, c'est-à-dire l'avoir, c'est pas simplement un diplôme, c'est pas simplement une capacité c'est pas simplement une capacité à toucher de l'argent qui va me rendre socialement plus élevé que la moyenne. Ça c'est l'avoir. Mais voilà, comment peut-on faire pour transgresser tout ça? Alors l'avoir, on va quand même le développer un petit peu. Alors dans l'avoir, c'est le matérialisme, c'est combien j'ai. Combien je veux avoir? Est-ce que je veux avoir une voiture plus importante que mon voisin? Est-ce que je veux avoir une plus belle maison? Est-ce que je suis dans une compétition qui montre mon niveau social par rapport à ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, avec ou sans diplôme d'ailleurs, mais en ayant
compétitionner, si je puis dire. C'est-à-dire, on rentre dans une compétition, on se situe par rapport à l'autre, non pas en tant que complément de l'autre par rapport à un savoir que lui a et que je n'ai pas, mais que j'ai et que lui n'a pas. Ça, c'est la complémentarité. Nous, ce qu'on nous propose, c'est beaucoup plus la compétition, tout simplement. Hein. Il suffit de voir un petit peu ce qu'on nous propose dans les médias. C'est les Jeux Olympiques, c'est très bien. C'est des matchs de rugby qui sont merveilleux, mais qui entretiennent, je dirais, cette notion de compétition, parce qu'une fois qu'on a réussi une belle compétition, eh bien, on s'angoisse toute la vie pour continuer et pour pouvoir la réitérer. Donc ça, est-ce que c'est cette angoisse-là dont on veut se nourrir toute sa vie? Ben, pas forcément. Il y a peut-être des gens qui, une fois qu'ils ont gagné quelque chose, eh bien, sont contents de retourner à leur charrue, si je puis dire, en tout cas à leurs occupations ou à d'autres hobbies que de faire de la compétition. J'ai rien contre la compétition sportive, j'ai rien contre la compétition pour les élites, comme on les appelle, hein. Quoique, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les élites hein, qui font de la compétition non pas sportive, mais estudiantine, qu'on évoquait à l'instant. Il n'y a pas d'égalité dans cette conception des choses. Je prends un exemple tout bête. Il y a celles et ceux qui, lorsqu'ils avaient 5 ans, ont appris à lire dans Martine à l'école, c'est mon cas. Et puis il y a celles et ceux qui, lorsqu'ils avaient 5 ans, ont appris à lire dans les livres de droit. Alors ça les a emmenés tout droit, justement, vers la connaissance du droit, parce que papa est avocat, parce que maman est juriste, que sais-je encore. Donc, il y a bien entendu le contexte familial qui décale et qui met en porte-à-faux tout un certain nombre d'autres élèves qui, eux, n'ont pas bénéficié forcément de cette chance d'être nés à un endroit. Alors, je dirais pas que c'est forcément une très grande chance, mais on appelle ça, nous, une chance. Au départ, on disait que c'est une chance. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûr. Est-ce que c'est une chance de naître dans un endroit où je dirais le bien-être matériel est garanti? Est-ce que c'est une chance? Je suis pas sûr. Mais bon, et puis surtout, est-ce que c'est une chance d'être tout le temps dans la compétition et de ne passer sa vie qu'à réfléchir à ce qu'on a fait quand on était étudiant et à améliorer ce qu'on a fait quand on était étudiant et à ne s'occuper que de ce qu'on a fait quand on était étudiant? Ben, je suis pas sûr parce que ça cloisonne les personnes qui se passent de savoir si par hasard elles auraient pu faire un excellent musicien ou un artiste en général, ou bien faire des choses, s'occuper des enfants dans les hôpitaux. Enfin, j'ai connu plein de gens qui m'ont dit moi si j'avais pas été commercial, j'aurais fait ceci, cela. Ah, mon ami, il faut te lancer, hein, faut y aller, faut pas hésiter. Hein. Voilà, donc il faut que les gens. Par rapport à la lecture, Philippe, je viens de comprendre exactement mon existence. Moi, j'ai commencé à lire et à vivre avec Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Donc forcément, vous connaissez ce que je suis devenu. Voilà, je sais pas si c'est lié de cause à effet, mais je crois plutôt qu'il y a un tropisme, c'est-à-dire que tu as été attiré naturellement par ce livre. Et ce livre est venu te chercher naturellement, si je puis dire. Hein. Donc on est toujours, on bascule toujours on penche toujours du côté où on va tomber, comme on dit. Hein. Si tu as commencé par Alice au pays des merveilles, c'est que le mot merveille te plaisait et que le mot Alice devait te plaire aussi quelque part. Mais c'est un personnage qu'on suit souvent parce qu'on parle du lapin blanc, du lapin blanc et du terrier du lapin blanc. Et dans nos investigations au sein du CNTFCH, on s'aperçoit que Alice au pays des merveilles revient souvent en référence puisque on suit le terrier du lapin blanc et plus on s'enfonce dans le terrier et plus on découvre des choses extraordinaires, ce que Lewis Carroll appelle des merveilles et que nous appelons la vérité. Hein, la vérité, la divulgation de choses, de scientifiques, politiques, tout ce qu'on veut, qui nous sont cachées et qu'on peut découvrir si on prend la peine de descendre suffisamment loin et correctement pour aller suivre le lapin blanc. Alors, on est en pleine comparaison des choses. Le lapin blanc, justement, c'était décliné dans un film avec Matrix, qui explique justement la matrice, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'allégorie de la caverne. Exactement, l'allégorie de la caverne, absolument, absolument, de Platon, enfin, pas de Platon, de Socrate, raconté par Platon. Tout à fait. Donc, alors le matérialisme, c'est quelque chose qui nous est opposé, si je puis dire, ou qui nous est proposé, allez, je vais dire imposé, comme une solution immédiate de ce qu'il faut faire maintenant, tout de suite. Sinon, si on fait pas les choses, il faut bien manger à la fin du mois. Et puis, si on dit bien à nos enfants, travaille bien à l'école et tu auras un beau métier. Aujourd'hui, je connais pas de jeunes gens qui sont parents et qui disent ça à leurs enfants qui a 5 ans, applique-toi bien à l'école et tu auras un beau métier. Pourquoi? Parce que eux-mêmes constatent, de par le décalage du temps de génération en génération, que ce qu'ils ont appris dans leur enfance n'est pas la même chose que ce qu'on apprend maintenant à leurs enfants. Et ce qu'on apprend maintenant à leurs enfants, les chocs, les gênes, ils trouvent ça limitant. Ils trouvent que l'éducation nationale est plus encline
à nous parler du transgenre et des sexes et de la meilleure façon de choisir son sexe quand on le voudra, que de faire véritablement de ces enfants des enfants éduqués au monde. En tout cas, c'est ce qui se passe en France. Alors, dans d'autres pays, ça se passe différemment. Il y a des systèmes d'éducation qui mettent l'accent sur différentes choses. Nous avons, enfin en tout cas pour les personnes de ma génération, accédé à un certain nombre d'informations simples qui consistaient à savoir écrire et à savoir lire quand on était en classe de CP. Aujourd'hui, on arrive couramment au baccalauréat avec des jeunes gens qui ne savent pas bien lire et pas bien écrire, quoi. Voilà. Et c'est pas juste un petit peu, c'est une grande majorité. Voilà, donc ça c'est le côté avoir. Pour avoir, il faut, voilà, on nous demande de plus en plus de choses, mais en même temps, on se dit, pour avoir, ça sera de plus en plus compliqué. Donc vous allez être amené à déléguer de plus en plus pour avoir. Et vous devrez compter sur, on en arrive tout doucement à ce que Monsieur Schwab nous propose. Hein. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Alors l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Ça, c'est un point important que marque Monsieur Schwab. Mais est-ce qu'on sera heureux de ne rien avoir et surtout, ce qu'il ne dit pas, de ne rien savoir ou de ne pas savoir grand-chose? Est-ce que cette ignorance, effectivement, entretient la béatitude, c'est-à-dire le fait d'être heureux en ne sachant rien? Voilà, est-ce qu'il entretient cette béatitude, l'ignorance? Ben oui, je pense que quelque part. Et puis il y a toujours des révoltés qui veulent aller un peu plus loin. Hein. Souvenons-nous du roman La planète des singes. On s'aperçoit qu'il y a quand même deux, trois éléments extérieurs qui vont faire que cette planète des singes, elle va exploser sous la pression de l'intervention de vrais humains qui étaient à la place des singes il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire juste avant la catastrophe, quoi. Donc voilà, voilà pour la partie matérielle. Alors la partie matérielle, ce qui fait allez, on va dire son importance la plus grande, c'est les armes, tout simplement. C'est-à-dire que le physique, le matériel au sens le plus basique du terme, c'est les armes. Et de tout ce qui est du confort, ça découle de la technologie qui a été développée pour fabriquer des armes. Et ça, c'est vrai depuis l'Antiquité. Hein. Le reste, c'est le confort. C'est-à-dire la déclinaison du travail qu'on a su faire pour les armes, c'est du confort. Et puis il y a aussi, dans le cadre de la matérialisation, du matérialisme, la monnaie, évidemment. Alors la monnaie, on va pas en faire une heure là-dessus, mais la monnaie, c'était au départ un moyen de ne pas transporter le chameau qu'on devait payer à l'autre bout de l'Asie, et de simplement en mettre la valeur dans ses poches et de payer un chameau une fois qu'on arrivait. Ça a commencé comme ça, et puis ça s'est prolongé par les lettres de change. Donc il y a eu toute une série de monnaies qui se sont enchaînées, les monnaies dites fiduciaires, donc par billets à ordre, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la monnaie est devenue un outil de spéculation. Alors, c'est pas du tout l'objet initial. Hein. C'était simplement initialement un outil qui servait à huiler en quelque sorte les rouages économiques. Aujourd'hui, c'est devenu un outil de spéculation à part entière et qui est complètement manipulé par les personnes que nous savons, par le nouvel ordre mondial, que nous saluons au passage. Donc voilà. Donc, ce nouvel ordre mondial nous a guidés, envoyés dans des solutions de prêt, dans les solutions où des banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, comptent des agios énormes sur des choses qui ne se sont pas passées. Enfin bon, c'est tout à fait spectaculaire dans la manipulation et dans la création de cette manipulation. Voilà. Aujourd'hui, on commence simplement à en toucher un petit peu le bout, à en toucher un petit peu les extrémités, de se dire bah oui, c'est comme ça, c'est bizarre quand même qu'on me prête à partir de rien, de l'air du temps, et que je doive payer des intérêts alors que le banquier n'a pas sorti un centime. C'est bizarre, quoi. Voilà, c'est au moins bizarre, oui. Donc, tout ça a été multiplié par un facteur que je ne m'avancerai pas à donner, mais en tout cas, tout ça pour dire que ceux qui ont inventé le système financier tel qu'il existe aujourd'hui ont siphonné littéralement toute la valeur de la planète, c'est-à-dire le travail, c'est la valeur travail, hein, tout simplement, plus la valeur des biens produits, c'est-à-dire les actifs. Tout ça est siphonné, littéralement. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment va-t-on continuer à faire du matérialisme alors qu'ils ont tout siphonné et qu'on n'a plus d'argent pour payer quoi que ce soit? Voir ces jeunes qui courent après les centimes pour pouvoir poursuivre leurs simples études, donc voilà, donc ça c'est la question posée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer d'aller dans ce monde de l'avoir? Ça va être compliqué. Alors comment fait-on pour passer dans le monde de l'être? Alors ça c'est open bar, et là je veux bien laisser la parole à Jean-Pierre qui va sûrement des choses à nous dire. Merci. Alors j'ai juste une réponse à faire à ce monsieur qui nous a dit vous n'aurez rien, très heureux. J'eus aimé qu'il commence par lui-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, ça c'est pour l'humour.
Maintenant, excusez-moi, ça a bougé un peu parce que j'ai pris mon téléphone. Le titre, être avant d'avoir. Donc, il ne s'agit pas de se priver d'avoir ou de se priver d'être pour avoir, ni de se priver d'avoir pour être. Il s'agit de faire passer les priorités en premier. Et pour avoir, de toute façon, ça suppose d'être, parce que si je ne suis pas, qu'est-ce que je peux avoir? À part peut-être le néant de moi-même. Je vais en revenir à quelques écrits que j'ai trouvés et qu'on peut trouver dans beaucoup de religions, mais que il se trouve que mon éducation chrétienne m'a permis d'y avoir accès dans les écrits de la création. Au commencement est le verbe. Donc, le premier verbe conjugué du commencement, c'est le verbe être conjugué par le verbe. Au commencement est le verbe. Deuxième verbe est le verbe vibre avec Dieu. Donc, le verbe vibre, moi je vois la très proche proximité de ces deux mots, verbe, vibrer. Et alors, je ne discuterai pas de ce que peut être Dieu, parce que ça, on peut juste approcher ce concept. Il n'est pas décrit très précisément, mais on peut l'approcher. Et Dieu est avec le verbe. Alors, à nouveau, le verbe être. Et le verbe être conjugué avec. Alors, quand quelqu'un est en souffrance, souvent, beaucoup de gens, et parfois nous-mêmes, avons le premier réflexe de faire plein de choses pour cette personne. Faire. On peut même lui donner de l'argent parce qu'on en a. Mais c'est pas ça. Sa vraie souffrance, c'est d'être seul dans sa souffrance. Et si nous parvenons à être avec, nous ressemblons à cette chose qu'on a appelée Dieu, puisque Dieu est avec le verbe. Donc, être avec quelqu'un, que ce soit de cœur ou de corps, c'est vraiment l'essence que cherche tout être. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les êtres s'appellent des êtres. Ils s'appellent pas des avoirs, ils s'appellent des êtres. Hein. L'avoir, c'est le banquier qui s'en occupe. Donc, c'est juste une question de priorité. On peut être très riche en euros et très malheureux, comme on peut être très riche en euros et très heureux. On peut être riche, mais le tout, c'est de savoir qu'est-ce que je suis. Je suis riche de moi-même, de mon expérience, y compris des événements douloureux que j'ai vécus. J'en suis riche. Et à ce moment-là, je les ai vécus et j'en tire profit. Voilà. Je vous remercie d'avoir entendu sur ma façon d'ordonner la priorité de l'être par rapport à l'avoir. On peut aussi également, bien sûr, parler du connais-toi toi-même de Socrate, et tu connaîtras la clé de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la connaissance de l'être que nous sommes, eh bien, un trésor qu'il faut aller chercher, mais dont on n'a toujours pas trouvé la cache. Mais ça ne saurait tarder, puisque nous sommes dans une progression. L'homme est dans une progression. Alors, bien entendu, dans un premier temps matériel, mais à mon avis, elle va bientôt être intellectuelle, voire même logicielle, puisqu'il y a aussi comment dirais-je, la matérialité peut se traduire également par donc de l'avoir. Hein. Peut se traduire aussi par des logiciels, par des choses intellectuelles et pas forcément matérielles. Mais l'homme atteint aujourd'hui, en tout cas c'est notre conviction, un niveau tel que la pierre précieuse qui est à l'intérieur va bientôt pouvoir être accessible à tout le monde. Alors qu'elle a été jusqu'à maintenant accessible à quelques personnes, alors soit parce qu'elles étaient elles-mêmes connectées, comme on dit, hein. Alors là, par contre, c'est des choses de l'ordre du surnaturel et que je ne saurais pas discuter avec vous. Par contre, il peut aussi y avoir des choses parfaitement naturelles et dont les mécanismes nous ont été cachés. Et ça on y croit également au sein du CNTFCH. Et savoir l'être, c'est être dans le vrai. Être, c'est être vrai. Et être dans le vrai, c'est quelque chose qui est une notion assez originale, assez nouvelle, mais qui va nous aider pour l'avenir, nous, êtres humains. Être dans le vrai, ça veut dire justement arrêter de penser que l'avoir est l'objectif de tout. Ce n'est pas la vérité.
D'autres, bien avant nous, l'ont déjà dit. Hein, quand on pense à des Gandhi, quand on pense même au Bouddha, voilà, ce sont des êtres qui, à un moment donné de leur vie, se sont dépouillés de tous les biens. Alors, ce geste a l'air un petit peu chevaleresque, peut-être même surjoué, j'ai envie de dire, se dépouiller de tout pour aller vivre dans la forêt ou je ne sais où. Ça peut paraître un peu surjoué, comme on dirait aujourd'hui, mais non. Ces êtres, au moment où ils l'ont fait, sont devenus très riches intérieurement, et ils ont découvert cette fameuse pépite à l'intérieur du corps humain et du cerveau humain, qu'on peut même physiquement, à un moment donné, approcher ou intuiter, quand on parle notamment de la glande pinéale, hein, notamment, qui est un objet ou qui est un appendice dont on sait assez peu de choses, ou sur laquelle on nous a dit assez peu de choses, mais qui est partie prenante, justement, en tout cas dans certaines religions orientales notamment, qui est partie prenante dans la quête du bonheur. Donc, toutes ces ouvertures sont possibles, et il faut aujourd'hui pouvoir creuser et aller plus loin pour ce que c'est que l'être et à quoi nous sert l'être. Et qu'est-ce que d'être être vivant? Est-ce qu'un arbre peut dire qu'il est? Oui, bien sûr, un arbre est, il est vivant. Donc voilà. Est-ce que nous sommes aussi vivants? Bah oui. Et qu'est-ce qui nous différencie de l'arbre et de nous? Bah, c'est les latitudes, c'est les possibilités que nous avons dans un cas et pas dans l'autre. Voilà. L'arbre, il peut monter très haut, nous, on est de petite taille. L'arbre, il a des racines très profondes, nous, on a juste une paire de pieds qui nous permet de courir sur le sol, etc., etc. Donc, et cette connaissance de l'être va faire que on va faire plein de choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent que dans notre humanité, il y a effectivement des choses merveilleuses à aller chercher, et qui vont nous permettre tout simplement de nous projeter. Alors, de nous projeter par quoi? Par l'imagination, par une technologie quelconque, on ne sait pas. Donc, effectivement, là, tout va fonctionner, à la fois l'imagination et à la fois la technologie. Et il est dit par les sages qui nous entourent que plus on appelle de nos voeux à quelque chose de bien et de positif, et plus ce quelque chose a des chances de se réaliser. Donc, on est sur des probabilités, tout simplement mathématiques, hein. Et il y a plein de mathématiciens qui nous disent à peu près la même chose. C'est-à-dire, si vous pensez très fort à quelque chose, ce quelque chose va arriver. Alors, c'est pas croire au Père Noël, hein, c'est simplement se concentrer pour que les énergies qui nous sont propres et qui sont internes à nos corps servent à créer le futur de demain que nous désirons, que nous appelons de nos voeux. Est-ce que nous voulons, comme le dit Monsieur Schwab, ne rien avoir et être heureux? Ben non, nous ce qu'on veut c'est être heureux, c'est sûr. Ne rien avoir, ben non, c'est limitant, c'est très très limitant. Et on n'a pas envie d'être limité. Donc voilà. Donc il suffit de le dire, déjà rien que de dire ça, c'est une façon de poser qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons trop tendance, nous les humains, à dire oui à ceux qui nous gouvernent ou au motif qu'ils ont la science, qu'ils ont la connaissance et qu'ils disent la vérité, et que tout ce qu'ils disent, c'est en faveur de notre intérêt. Or, visiblement, c'est pas le cas. Pour ceux qui observent bien, non, c'est pas le cas. Ils ne travaillent pas en fonction de nos intérêts. Oui. En même temps, il y a un petit peu de sens dans ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, puisqu'il a évoqué la richesse. Évidemment, nous n'avons pas tous la même signification de la richesse. Pour certains, elle est matérielle. Pour d'autres, c'est la richesse, c'est être, la richesse de l'être. Absolument. Elles ne sont pas incompatibles, elles sont complémentaires. Alors certains sont 100% être, d'autres sont 99% avoir. Mais avoir, c'est le piège, et dont il faut se sortir, dont la matérialité est l'écrin, et surtout ceux qui nous gouvernent, les oligarques, on va les appeler comme ça, hein, c'est leur nom, c'est comme ça qu'ils s'appellent, eh bien, eux tiennent à rester dans cette matérialité pour leurs intérêts à eux contre nos intérêts à nous, et nous avons tout intérêt aujourd'hui, plus que jamais, à travailler pour l'être plutôt que pour l'avoir. Voilà. Être avant d'avoir, on peut dire que c'est un adage et nous avons vérifié sa véracité. Par contre, il y en a un qui fonctionne pas, donc il n'est pas plausible. C'est on ne peut pas être et avoir été. Je vais vous faire la démonstration. Depuis fort longtemps, je connais des personnes qui sont dénuées de tout sens et à ce jour, rien n'a changé. La solution, c'est pas compliqué. Oui, il faut avoir forcément un petit peu, voir aussi, et puis il faut surtout être heureux, R-E, c'est la contraction du mot heureux, être heureux, tout simplement. Allez, soyez heureux, et on se retrouve juste après le week-end. Excellente soirée avec le Conseil national de transition français, Canal historique et la France libre.